question ici donc de guerre, il n'est pas question de religion ou à peine, il n'est pas question, il est question donc d'amour. Donc théoriquement, évidemment, dans votre contexte socio-historique, vous ne commencerez pas en disant au Moyen Âge, il y a eu des guerres. Parce qu'évidemment, mon sujet, vous vous en doutez bien qu'il ne portera pas sur la guerre ou sur les croisades. Dans le chapitre, on ne parle pas de ça. Donc, inévitablement, on verra certains éléments donc, sur lesquels vous pourrez donc vous baser pour construire un peu votre contexte socio-historique, dépendamment un peu de ma question. Mais bon, évidemment, la question devrait tourner autour donc, des personnages principaux, bon, tout ça, machin, truc comme ça. Littérature courtoise, bien évidemment, habituellement, on voit donc la poésie courtoise et donc le roman de chevalerie. Cette session ici, ben là, j'ai coupé donc la poésie courtoise parce qu'il faut faire des choix. Et en fait, bon, le mot croisé, bien évidemment, ça, c'est pas un point, là. Il y a un mot croisé sur le Moyen-Âge, donc dans mon guide méthodologique à la page 60. Je vous inviterai à le faire donc pour le plaisir quand même, donc parce qu'il y a plusieurs questions dans l'examen de mi-session, donc qui va porter sur le Moyen-Âge et la Renaissance. Et donc, il y a quelques questions donc, qui se retrouvent dans le mot croisé. Alors, donc, c'est pour le plaisir, donc, quand même, plaisir de le faire, le mot croisé. Puis, c'est un plaisir aussi de répondre à certaines questions. Donc, le courant courtois, donc on parle ici donc d'amour courtois, donc la courtoisie, le fin amour, donc on n'est pas tout de suite dans la littérature courtoise, mais disons c'est des thèmes importants. Évidemment, donc c'est un thème assez nouveau, si on veut, donc dans l'histoire de la littérature, non pas le fait évidemment, donc non pas le thème de l'amour, je veux dire chez les Grecs, chez les Romains, bon c'est un thème important, on le sait, mais ici le fait donc disons, de faire du personnage féminin, donc vraiment le personnage central quand même. Donc c'est sûr qu'il y a Roi Marc, il y a Tristan, tout ça, mais il y a Iseult, donc vraiment qui est un personnage vraiment des plus importants. C'est la quête, donc il y a même un chapitre, donc la quête aux cheveux d'or, donc de la fille aux cheveux d'or, bon, ça, alors c'est vraiment une quête importante, celle évidemment donc de Tristan, en fait, qui va chercher évidemment donc Iseult pour le roi. Elle va être d'une part dès le début, donc elle est fâchée de cela puisqu'elle pensait que c'était pour elle, donc que Tristan était là, le beau jeune garçon, et non pas pour un roi donc plus âgé, un roi donc plus loin. Alors c'est quoi donc l'amour courtois, le fin amour? Bon, étymologiquement donc au sens étymologique, donc le thème renvoie à cour. Donc en courtois, ça le dit, donc c'est la cour. On a vu qu'on commençait vraiment donc au Moyen-Âge à centraliser les pouvoirs, donc à avoir donc les rois donc avec une cour, donc avec des courtisans pour contrôler évidemment donc ces seigneurs qui pourraient donc pactiser contre lui. Donc on les tient tout près de nous. Donc cour, donc courtois. Alors qu'est-ce que ça signifie? Donc ce sont des valeurs donc aristocratiques, ce sont des valeurs chevaleresques. L'honnêteté, la loyauté, le fait d'être gracieux, dans le fond, respecter les lois de la morale, les lois donc religieuses, tout ça, c'est des éléments qui sont importants et qui, disons, donc, vont caractériser donc, ce qu'on appelle l'amour courtois, donc, ou le fin amour, si on veut. Donc, donc, Tristan fait preuve de toutes ses grandes qualités, quand même, son honnêteté. Bon, n'oublions pas ici que certains pourraient dire, ouais, mais là, il est déloyal envers son Seigneur. Bon, on s'entend, mais c'est la magie. Donc, on peut excuser cette histoire-là par la magie. Il y a différentes versions où le filtre n'est pas permanent. Donc, parfois, le filtre est permanent. Donc, parce que là, évidemment, certains pourraient dire, ouais, mais là, ils ne s'aiment pas véritablement, dans le fond, parce qu'ils sont comme ils sont ensorcelés. Donc, c'est la magie qui fait qu'ils s'aiment. Mais dans différentes versions, ils s'aiment quand même si le filtre, à un moment donné, donc, devient qui n'est pas permanent. Évidemment, donc, ici, c'est Bédier qui a décidé, donc, lui, donc, qui voulait donc garder cette espèce de magie. Il faut se replonger au 19e siècle. Donc, c'est la vague néo-gothique en 1880, parce que c'est la version de 1900, là, celle de Joseph Bédier. Donc, la vague néo-gothique, on revient un peu vers, donc on écrit Frankenstein, on écrit Dr. Jekyll, Mr. Hyde, plein de trucs, on revient un peu avec la magie, dans le fond, tout ça. Et peut-être qu'il voulait garder cet aspect-là. Donc, il est lui-même issu donc d'une certaine époque. Alors, donc, peut-être pour ça. Évidemment aussi, donc, qu'est-ce que ça fait? Donc, ça renvoie donc, à un art d'aimer, donc à une sorte de rituel. Donc, on verra, donc, quand il y a, justement, c'est un amour platonique ou semi-platonique, il n'y a pas beaucoup, donc, de relations sexuelles ou à peu près pas. On va attendre très longtemps, le plus longtemps possible. Excusez-moi, juste aller fermer la porte de mon bureau. Parce que je pense que mon fils et mon épouse reviennent. Alors donc, oui, donc on voit donc un art codé, donc une sorte de rite. Il y a quand même, donc, on n'aborde pas l'amour charnel très, très rapidement. On va sublimer le
désir, parce que justement, donc, on veut montrer que le désir ne demeure que parce que l'objet est absent. On avait dit ça. Bon. Alors donc, c'est aussi, donc, la courtoisie, une forme de savoir-vivre. Donc, être courtois, aujourd'hui, il y a encore des gens courtois. Vous êtes probablement, donc, des hommes et des femmes, donc, courtoises, donc, qui, justement, donc, vont, par exemple, aussi simple que cela puisse paraître, donc, tenir la porte, donc, à des gens lorsqu'on rentre dans un magasin, laisser passer, donc, les femmes, laisser passer, évidemment, donc, bon... Mon frère Vincent, c'est drôle parce qu'il dit malheureusement aujourd'hui la courtoisie n'existe plus. Il dit disons qu'il y a une vision un peu négative de l'humanité. Mais il dit donc si mettons on avait à refaire donc le film Titanic, où là évidemment donc vous savez qu'on les femmes et les enfants d'abord, mais il dit malheureusement, ça serait donc les hommes qui sauteraient dans les bateaux aujourd'hui. C'est un peu terrible comme conception. Mais évidemment, donc ici, on a cette idée donc d'une éthique plus raffinée. Donc, on veut sortir quand même donc de cette vulgarité. On veut sortir donc de ce monde donc assez difficile. Et on revoit un peu donc comment il commence à y avoir une certaine stabilité politique. Il y a la cour, bon, tout ça. Et on veut donc justement donc se séparer de ce qu'on appelle le vilain. Donc, le vilain, c'est donc le paysan. Donc, vilain, ça vient de villa. Villa, ça veut dire maison de campagne. Puis on veut justement donc se séparer de ce rapport, de cette vie-là. Donc, le rapport qu'ils ont avec leurs femmes, peut-être avec leurs enfants. Et là, nous, on se dit, on appartient donc à une élite donc, qui est plus raffinée. Donc, être courtois, c'est quoi, dans le fond? Donc, entre autres, et dans d'autres éléments, mais c'est d'une part connaître les usages du monde. Donc, les bonnes manières, la musique, le chant. J'écoutais récemment donc un spécialiste de la littérature médiévale, professeur à la Sorbonne ou à Paris 8, je ne me souviens pas exactement. Et il parlait donc de Tristan, justement. Donc, ça, il dit, c'est assez particulier, car Tristan, c'est un des seuls à connaître la musique. Un des seuls chevaliers. Donc, ça ne faisait pas nécessairement partie de l'éducation des chevaliers que de connaître la musique. On prend un Gauvin, je ne sais pas, par exemple, Lancelot, Perceval, bon, tout ça, ils ne connaissent pas vraiment la musique. Donc, il y avait toute une théorie autour de ça, autour du chant, autour... Bon, c'était quand même assez intéressant, mais bon, c'est ça. Donc, les usages du monde, être habile donc à la chasse et à la guerre. Vous savez que les bellatores, dans le fond, ce sont les deux seules activités donc pratiques, la chasse et la guerre. Donc, inévitablement, il faut donc vraiment donc être performant donc dans ces deux domaines. Et évidemment, donc, c'est pour ça que Tristan, donc, lorsqu'il est présenté au roi Marc, c'est parce qu'il est un grand chasseur au départ, non pas parce qu'il est un grand chevalier, mais puis ensuite de ça, c'est par la musique. Donc, c'est pour ça que le spécialiste disait, ouais, c'est assez particulier, pourquoi la musique, le chant, bon, tout ça, mais parce qu'il y avait cette éducation, on voulait peut-être montrer qu'il avait cette éducation vraiment, donc, des hommes supérieurs, dans le fond, une espèce de culture générale. Encore aujourd'hui, voyez-vous, donc, on regardait un reportage récemment là, bon, sur ceux qui ont les fondateurs de Facebook, de tous les trucs un peu donc, très, très payants et tout. Mais leurs enfants, eux, ils ne vont pas dans les écoles avec d'informatique. Ils vont dans des écoles où ils font de la musique classique, où ils font du latin, du grec, donc tout ça. Même les fondateurs de ça, ils se disent, regarde, il y a une culture générale qui est plus importante que la culture, évidemment, qui est celle de l'humanité, dans le fond. Alors donc, dans cette idée, donc, d'une espèce de culture générale, on le reverra, donc, surtout chez les humanistes à la Renaissance, où ça sera donc vraiment très, très important. Et aussi, donc, avoir l'esprit agile, donc, l'art de la conversation. Tristan, il sait comment, donc, tromper les autres, il est rusé, donc, il a cette espèce, donc, d'art de la conversation. Lorsqu'il se fait soigner, donc, par Iseux, il va dire, donc, je suis un marchand, bon, un chanteur, truc comme ça. Et il va, donc, essayer, donc, c'est important d'avoir cette idée-là, donc, de l'art de la conversation. Je donne un exemple ici sur lequel nous reviendrons. Je n'ai pas d'exemple particulièrement donc, du Moyen-Âge, mais c'est un exemple donc, de ce qui se passe donc, sous Louis XVI. Et là, vous avez donc Rivarol, qui est donc un pamphlétiste, qui écrit sur tout. Il écrit vraiment sur tous les sujets. Et évidemment, donc, le roi, à un moment donné, le rencontre, donc, il lui dit, donc, on raconte que vous faites donc des mots d'esprit sur tout. Donc, il dit, faites-en un à mon sujet. Évidemment, donc, c'est un peu risqué que de faire un jeu de mots ou donc de parler du roi. Donc, quand même, alors il va dire, c'est ça, lors de la conversation, c'est avoir la répartie. Il va dire au sire, le roi n'est pas un sujet. Alors, évidemment, donc, il n'est pas un sujet de rédaction, mais puisqu'il est le roi, il n'est pas un sujet non plus. Alors, évidemment, donc, vous voyez ce genre donc, de répartie très, 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 très belle.
Évidemment, donc, là, le obligé de l'indiquer, s'oppose à vilain. Donc, alors, cette idée donc, de la courtoisie, c'est vraiment de s'opposer à la vulgarité, à la grégarité, si on veut, donc, hein, des paysans, des gens qui sont autour d'eux. Et on dit, ben là, nous, on appartient à une classe. Donc, c'est pour ça que la littérature courtoise, c'est d'abord une littérature aristocratique, avec des valeurs aristocratiques, avec vraiment, donc, hein, cette idée de se séparer, donc, hein, du vilain, hein, du paysan et du vulgaire et du grossier, dans le fond. Hein, c'est un peu cette idée-là. Alors donc, le fait d'amour, donc la mort parfaite, donc hein, ce que vivent, entre guillemets, donc en Tristan et Iseult, même s'ils ont donc disons, passé à l'acte assez tôt, parce que déjà, à la fin donc du chapitre 4, sur lequel vous avez donc à travailler, ou sur lequel vous aurez donc à travailler éventuellement, on dit donc à la fin, donc, et quand le soir tomba sur la nef qui bondissait plus rapide vers la terre du roi Marc, liés à jamais, ils s'abandonnèrent à l'amour. Donc, c'est vraiment donc, le premier moment où donc, ils vont s'abandonner à l'amour, donc en sous l'œil, peut-être pas sous l'œil de Brangien, mais disons que Brangien, donc, elle est là, donc en durant c'est elle d'ailleurs qui par malgarde va offrir donc le ANAP, donc le vin herbé, évidemment, donc à nos deux protagonistes, dans ce qui est un peu, bon, c'est pour ça qu'elle va s'en vouloir, c'est pour ça, évidemment, donc, plein de trucs autour de ça. Alors donc, le film d'amour, c'est l'introduction nouvelle dans la littérature donc, du thème de l'amour, comme je disais tantôt. C'est pas que ça n'existait pas avant, c'est juste que là, le personnage féminin, il est vraiment donc le centre, donc en ça. Ce thème était donc accent donc, de la chanson de Roland, donc quand même. Il est donc dans certaines épopées, donc dans l'Iliade et l'Odyssée, donc l'amour est quand même très présent quand même comme thème. Donc on pense à la belle Hélène de Troie, donc pour exemple qui va causer cette fameuse guerre, donc la guerre de Troie. Évidemment, on pense aussi donc à la fidélité d'Ulysse, donc envers Pénélope. Donc quand ça existe, ça a toujours existé, mais là vraiment donc de faire d'un personnage féminin le personnage central, c'est très important. C'est ce qui arrive donc dans plusieurs romans. Alors donc oui, c'était absent de la chanson de Roland. Bon, évidemment, donc le dernier, Roland est amoureux, donc il y a un petit passage, mais c'est vraiment très, très bref, là. Donc, il est amoureux d'Angélique, Angélique qui est la sœur, donc, d'Olivier. Olivier, son fameux compagnon. Alors donc, qu'est-ce que ça suppose? C'est effectivement une plus grande importance accordée aux personnages féminins. Donc, c'est ce qui est exceptionnel, si on veut. Donc, c'est ce qui va vraiment, donc, on le voit, l'amour courtois, je n'avais déjà parlé, c'est en fait sensiblement copié sur le système féodal. Donc, dans le système féodal, vous avez donc un seigneur, donc un suzerain, et vous avez ses vassaux, ou donc son vassal. Dans l'amour courtois, ben, vous avez évidemment la suzeraine, la femme qui est donc la reine, si on veut, comme dans le cas de Tristan et Iseult. Et évidemment, donc, vous avez son vassal, donc le vassal qui est justement donc, Tristan. Donc, c'est vraiment copié sur le système féodal, avec des grandes valeurs, évidemment, donc en tout ça. Même si certains pourraient dire, ouais, mais il y a une certaine déloyauté là, par rapport à ça, mais n'oublions jamais que c'est la magie. Donc, c'est vraiment ici, tout est permis à cause du filtre magique. Et bon, tout est excusable et tout est excusé. C'est pour ça, évidemment, que cette œuvre-là a fonctionné, si on veut, entre guillemets, donc dès le Moyen-Âge aussi, parce qu'on aurait pu croire, mais pourquoi ce genre d'œuvre-là disons, qui montre évidemment une reine qui est infidèle, qui montre évidemment donc un grand chevalier infidèle aussi, ben, c'est parce qu'il y avait donc cette idée de la magie qui excuse un peu tout ça. Et évidemment, donc, quand cet amour donc, exige, on veut, noblesse de cœur et de naissance, évidemment, c'est pas donné à tout le monde donc d'être évidemment donc de participer au fin amour, de vivre l'amour parfait. C'est, comme je disais, une littérature aristocratique, ce sont des thèmes aristocratiques, et donc il fallait donc nécessairement être noble de cœur et de naissance, évidemment. Donc, un peu comme c'est l'amour des chevaliers. Les chevaliers, ce sont des nobles. Il y a eu quelques, j'avais dit donc durant la guerre de 100 ans, il y a eu quelques chevaliers qui ont été anoblis parce qu'on manquait de soldats. Mais essentiellement, les chevaliers, c'est des gens de la noblesse. Bon, on s'entend là-dessus. Alors donc, certaines causes maintenant de pourquoi on dit toujours qu'évidemment, la littérature, c'est le reflet d'une société. Donc, évidemment, dans une société, il se passe des événements, il y a des trucs qui arrivent, et la littérature est toujours là un peu pour être le miroir de ces éléments-là. Alors donc, il y a certaines causes qu'on pourrait identifier. Donc, pourquoi on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte socio-historique? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Moyen-Âge pour qu'un jour, on se mette à écrire de la littérature courtoise? Il est arrivé quelque chose, il y a sûrement eu un déclic. Bon.
Évidemment, donc, hein, on a parlé, hein, une des premières causes donc, de l'amour courtoise, ou de l'amour courtois, pardon, c'est donc hein, l'importance du culte marial, donc le culte de Marie. On avait dit évidemment donc hein, que dans la chrétienté, c'est seulement à partir du Moyen Âge qu'on va vraiment vouer un culte à une femme. Sinon, évidemment, on parle toujours de Jésus, le Père, le Saint-Esprit, les apôtres, machin, mais jamais nécessairement donc de femmes exceptionnelles. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est au Moyen Âge que Jeanne d'Arc, qui incarne donc cette sainte, cette femme-là, donc en ça, une femme qu'on va pouvoir accepter donc hein, qu'elle soit donc hein, à la tête d'une armée, hein, par exemple. C'est parce qu'on est dans cette espèce d'esprit où la femme, donc, hein, elle peut, elle aussi, donc, hein, vraiment changer les choses. Donc, le culte marial, donc, hein, à partir donc du Moyen Âge, donc dans toutes les églises ont leur statut donc hein, de la Vierge à l'enfant, ont leur statut évidemment donc, excusez-moi donc, ont leur statut donc, ont leur statut donc de la Vierge à l'enfant. Les tableaux, donc on va célébrer la Vierge, on va vraiment donc en faire d'elle donc un exemple. Par conséquent, si la religion elle-même permet donc de célébrer une femme, ben, pourquoi pas les hommes ne célèbrent-ils pas donc hein, les femmes qui les entourent, les nobles, les reines, donc hein, tous ces grands personnages, parce qu'elles sont inévitablement associées donc à cette femme qui est donc un mari. Donc la Vierge, donc un mari. J'ai une question pour vous. Oui, absolument. Dans le... Vous dites que dans les églises, ils ont toute une statue de la Vierge à l'enfant. Là, en sculpture, c'est ça qu'on appelle les piétas. Oui, tout à fait, exactement, exactement. Il y en aura beaucoup là, à partir de la Renaissance, là, mais il y aura de plus en plus, on pourrait dire, parce que maintenant, c'est comme, on appelle nos églises Notre-Dame, là, la plupart, parce que c'est une Marie, bon, tout ça. Mais au Moyen-Âge, c'était moins fréquent, mais c'est là que ça va commencer. Oui, tout à fait, exactement, tout à fait. Il y aura des textes aussi au Moyen-Âge, des chants magnifiques qu'on appelle des stabat mater, donc, hein, donc la mère mater, donc la mère debout, donc hein, c'est des chants magnifiques. Si vous tapez ça pour le fun, excusez pour le plaisir. Stabat Mater, celui de Pergolesi ou celui donc de Stabat Mater de Vivaldi. C'est magnifique, c'est en latin et tout. Puis on chante la mère qui est donc debout devant donc la Stabat Mater, qui est là debout devant le Christ crucifié. C'est vraiment, ça fait dresser le poil vraiment. C'est vraiment magnifique comme truc. Donc, oui, autre élément, peut-être. Donc, hein, ça dépend, vous pourrez vous en servir de un, vous n'êtes pas obligé de prendre les quatre, peut-être que ça ne marchera pas pour votre question, donc peu importe. Donc, les mariages forcés. Évidemment, donc à l'époque, donc, on ne se marie pas par amour. Donc, ici, c'est peut-être pour ça aussi que cette histoire entre Tristan et Isolde, elle est magnifique, parce que là, c'est comme une union d'amour et non pas un mariage forcé. Parce que les mariages forcés vont avoir lieu jusqu'à, il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, on s'entend, là, mais jusqu'à vraiment, donc, début 20e, 1880-90, donc en France, partout, donc dans la littérature, on a que ça. Nous, on est chanceux, on peut se marier par amour, évidemment. Mais à l'époque, on se marie donc par obligation, par ambition, parce qu'on a des terres, parce qu'on a des rois, des reins, des machins, des cités, ça. Évidemment, c'est pour ça. Donc, les mariages sont forcés, donc il y a des adultères, évidemment, donc à travers tout ça. L'absence des maris aussi, donc hein, pourquoi il y aurait donc cette espèce de naissance de l'amour courtois? Ben, il y a beaucoup de maris qui sont partis en croisade, qui sont partis évidemment donc dans les guerres féodales, peu importe, et inévitablement, ben, il reste parfois des écuyers, des jeunes garçons, des jeunes hommes qui sont donc au château et qui vont chanter, donc hein, des troubadours qui vont chanter la pomme, si on veut, qui vont courtiser donc hein, les jeunes femmes ou les reines ou peu importe. Donc hein, alors, il y a un peu de cela. Et enfin, ben, il y a évidemment cette idée de la relation brutale à l'époque, donc quand même entre les hommes et les femmes, donc l'inégalité entre les sexes, on va dévaloriser donc la femme, tout ça. Alors donc eux, dans ce type de littérature-là, ceux qui veulent vivre donc l'amour courtois, donc qui n'est pas juste un amour littéraire, là, ça existait vraiment, il y a des règles précises pour l'amour courtois, mais comme la littérature est comme le miroir de la société, bien inévitablement, on va mettre hein, donc hein, ces éléments-là dans la littérature. Alors donc, on est tanné de voir donc, hein, des femmes se faire brutaliser par des hommes brutaux, par des grégaires, des vulgaires, donc hein, bon, tout ça. Et là, justement, on va en créer donc une espèce de code d'éthique. Ça va avec le chevalier, donc hein, c'est le preux chevalier qui défend la femme et l'orphelin, qui est vraiment donc, un personnage sur lequel on devrait
on devrait tous s'inspirer des chevaliers, de la façon dont on conçoit le monde, la façon dont on fait, d'être brave, de sauver, d'aider. Bon, c'est quelque chose donc, de quand même très, 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 très important. Alors voilà pour quelques causes, donc quelques éléments du contexte socio-historique que vous pourrez peut-être utiliser lorsque vous ferez votre introduction. Donc, si évidemment ma question porte autour de l'amour, c'est certain que quand même, comme il n'y a pas beaucoup de... Comme c'est comme le sujet principal du chapitre 4, et on s'entend que ça ne portera pas sur la guerre, mais ma question ne portera sûrement pas sur la guerre. Alors, évidemment, bon, vous avez déjà, donc, vous êtes déjà préparé un peu. Donc, quelques statues comme ça, où je n'ai sauté une. Donc, la Vierge à l'enfant, donc portant l'intérieur de la Sainte-Chapelle. On se souvient, c'est quoi dans la Sainte-Chapelle? Oui, non? C'est pas là qui gardait les saintes reliques. Oui, tout à fait, exactement. Les saintes reliques, donc en du Christ, donc la Sainte-Chapelle. Ici, donc la Vierge à l'enfant, donc Marie, évidemment. Ici, un peu plus tard, donc au 17e siècle, donc parce qu'elle est magnifique, cette statue. Donc, c'est encore une fois une Vierge à l'enfant. Imaginez, donc, regardez le détail. On regardera des sculptures, le baroque un peu plus tard. Là, donc, c'est magnifique, évidemment. Le David de Michel-Ange, c'est taillé dans un seul bloc de marbre, évidemment. Il n'y a plus un sculpteur aujourd'hui qui est capable de faire ça. C'était hallucinant. Vous regardez donc le drapé, le travail qu'il y a là-dessus, c'est vraiment magnifique. Il faut adorer, donc qu'on soit religieux ou pas, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Bon, la Madame de Léon de Vinci, donc j'ai mis un truc un peu plus récent, là. Évidemment, donc le bleu, donc de la Vierge, ici, donc le Christ, évidemment, donc tout ça. Et j'ai mis, donc, encore une fois, juste pour montrer quand même, donc c'est la Sainte Famille, juste pour que vous sachiez un peu, donc quand on parle de la Sainte Famille, ben, c'est qui? Vous avez évidemment donc le Christ, Marie, donc toujours vêtue de bleu, Joseph, donc beaucoup plus âgé, avec donc une espèce d'auréole ici autour qui montre l'aspect divin des personnages. Et vous avez donc le cousin de Jésus et donc la cousine, la cousine donc de Marie. Donc, pouvez-vous me dire c'est qui ces deux personnages-là? Oui, donc celui-là, il va perdre la tête. Donc, il y a une femme, donc une jeune fille, donc la fille d'Hérodias, donc la femme d'Hérode, qui va demander quelque chose à son père. Donc, elle va danser pour lui. Elle s'appelle Salomé, et donc elle va demander la tête de ce mec-là ici. Et c'est qui donc la tête qui arrive sur un plateau d'argent comme ça? Donc, c'est très connu dans l'histoire biblique, là. Jean-Baptiste? Oui, donc Jean le Baptiste, exactement, c'est la tête donc de Jean le Baptiste. Et ici, donc, c'est Élisabeth. Donc, Élisabeth qui devait être beaucoup plus vieille, elle ne devait pas avoir d'enfant. Et lorsqu'il y aura l'annonciation, lorsque donc, le Saint-Esprit va dire à Marie, écoute, tu es enceinte, bon, machin, ben, elle dit, je peux pas, j'ai jamais connu d'homme. Quand on dit connaître bibliquement, ça veut dire faire l'amour avec quelqu'un. Elle dit, j'ai jamais connu d'homme, je peux pas. Elle dit, en plus, ben là, ta cousine, donc Élisabeth, elle aussi va être enceinte, et donc ce sera donc Jean le Baptiste qui va donc paver la route donc du Christ. Voilà pour le petit truc religieux, mais on est dedans. Là, bon. Alors donc, littérature courtoise maintenant, donc quand même quelques caractéristiques générales que vous avez donc sur lesquelles vous serez peut-être questionné donc, dans l'examen de mi-session, mais en même temps, vous avez donc à écrire une intro sur donc, la littérature courtoise, parce que là, le roman Tristan et Zeus, c'est pas une épopée, c'est un roman courtois ou ce qu'on appelle un roman de chevalerie. Alors donc, c'est quelques caractéristiques. Alors donc, c'est développé entre le 12e et le 13e siècle. Il y a deux genres, donc la poésie courtoise et le roman courtois, ou ce qu'on appelle le roman de chevalerie. Malheureusement, donc cette session-ci, j'ai, disons, élagué, j'ai enlevé la poésie courtoise. Une très, très grande poétesse, donc une femme, encore une fois, donc, qui s'appelle Marie de France. Vous avez donc d'ailleurs des extraits, si je ne m'abuse, dans votre... oui, exactement. Donc, vous avez le lait donc, du Chèvrefeuille qui raconte l'histoire de Tristan et Iseult, donc, qui est magnifique, donc, avec cette idée donc, du Chèvrefeuille. Donc, peut-être certains d'entre vous ont vu donc la question du contrôle de lecture qui avait rapport un peu avec cela. Donc, elle raconte donc en poésie, évidemment, donc cette espèce d'amour, évidemment, donc magnifique entre Tristan et Iseult. Vous avez donc François Villon, vous avez Rudebeuf, donc les compagnes. C'est la poésie donc en courtoise que malheureusement on n'aura pas le temps donc de voir cette session-ci, mais évidemment vous pouvez toujours lire évidemment donc les petits poèmes donc dans les trucs. Alors évidemment c'est une littérature donc aristocratique et idéaliste. Donc idéaliste au sens où évidemment donc
de respecter toutes ces règles de l'amour courtois, ben, c'est pas toujours facile, on s'entend, c'est idéaliste, donc quand c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile donc à faire. Évidemment, donc quand c'est aussi donc le rapport à l'amour platonique, bon, tout ça, donc on est dans un idéal, dans une question donc d'un amour évidemment qui n'est pas terrestre, qu'un amour qui on veut s'approcher donc le plus possible dans du grand amour, si on veut, donc en quelque chose qui dépasse un peu donc l'amour terrestre. C'est pour ça que ces relations-là donc, sont souvent basées donc, sur l'amitié, sur l'élévation morale. En fait, c'est tout ce qu'on devrait vivre quand on vit une relation d'amour. C'est comme ça que ça devrait toujours commencer. Moi, j'ai sorti avec plus, excusez-moi l'expression, mais quand j'étais plus jeune, j'étais beau, j'étais jeune, évidemment, donc mais j'ai eu plein d'amis de blondes qui étaient mes amis. Au départ, c'était comme ça, parce que tu t'entends super bien avec ton ami, parce que on peut échanger plein de trucs et tout, puis là, inévitablement, ben là, tu tombes amoureux d'elle, puis elle aussi et tout. Ben, eux, c'est comme ça. Donc, il y avait vraiment cette idée-là donc, d'élévation morale, de partage. Donc, bon. Alors donc, elle met en scène, évidemment, donc, une littérature aristocratique et idéaliste, on est toujours dans les caractéristiques générales, donc met en scène une relation d'amour platonique, on l'avait vu, ou semi-platonique, donc entre un chevalier et sa suzeraine, donc ça va. Donc, il y a des démarches galantes, hein, il y a un code vraiment donc en particulier, donc avec des épreuves, si on veut. Donc, on dit souvent, donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ben, justement aussi, quand on est en amour aussi, donc on aime courtiser donc les femmes qui sont plus inaccessibles, pas les femmes faciles. Donc, on n'a pas de gloire à courtiser une femme qui est sortie avec tous les autres gars autour de toi. Hein, on s'entend? Bon, et inversement, pour les filles, c'est pareil aussi. Donc, eux, il y a vraiment cette idée-là. Donc, on veut retarder donc l'acte sexuel le plus possible. C'est pour ça que donc déjà le roman de Tristan Isolde, il sort un peu donc de la littérature courtoise à cause de ça, justement, parce que dès le début, il y a cette idée donc qu'ils vont passer à l'acte sexuel. Alors, évidemment, donc il y a certains éléments qui, mais à cause de la magie, on garde ça quand même comme ça. Alors, donc des démarches galantes, donc comme je disais, des quêtes, des recherches, donc on fait patienter donc les hommes, c'est ça que je dis encore, je vous le dis à vous, jeunes filles, laissez-vous désirer, donc prenez, ne vous offrez pas tout de suite, donc faites retarder la chose le plus possible, et si l'homme ne veut pas prendre le temps, ben, c'est parce qu'il ne vous mérite pas, il y a toujours ça aussi, donc oui, je sais, je passe pour un vieux schnock là, en disant tous ce genre de trucs-là, mais quand même, je pense que c'est encore vrai. Ayez confiance en un truc. Oui, monsieur Folchbach, oui. Ah, je rigole. OK, parfait. Excusez. Oui, oui. Mais ça fait 25 ans que je suis avec ma femme, alors donc peut-être qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Nous, on s'est vouvoyés, on s'est rencontrés dans un cours de littérature du Moyen-Âge en plus. Je l'ai vouvoyé pendant 6 mois, donc et tout. Donc c'était vraiment avec des lettres, avec des lettres parfumées, écrites avec donc une plume, avec l'encre, la cire là, pour sceller les lettres et tout. D'ailleurs, elle aussi a fait ça. On a tous nos lettres d'amour encore comme ça. Alors donc, oui, je vous invite à écrire des lettres, les gars, c'est vraiment cool. En tout cas, peut-être que les filles aiment moins ça aujourd'hui, je sais pas. Mais bon, prenez conseil d'un vieux d'un vieux prof. Ah, les dames maintenant. Donc, les dames, justement, toujours de conditions supérieures. On l'a vu, que ce soit Guenièvre, par exemple, pardon, dont Lancelot est amoureux, donc vraiment dans les légendes du roi Arthur, que ce soit donc Iseult, justement, ce sont toujours des dames de conditions supérieures, parce que justement, donc elles sont inaccessibles. Et justement, le désir demeure, parce qu'on souvent, ces hommes-là sont partis en croisade pendant des années, 4-5 ans, mais ils ont toujours le désir, dans le fond, d'une femme qui ne sera jamais la leur, dans le fond. Alors, ils vont être dans le désir constamment, ils vont écrire des lettres, ils vont faire des recherches, ils vont se vouer à cette femme-là, sachant donc qu'ils ne seront peut-être aussi jamais déçus. On le sait, donc souvent quand on a l'objet du désir, on est un peu déçu. Alors, eux, ils restent toujours dans l'idéalisation de l'amour parce que justement, ils n'ont jamais l'objet du désir. Donc, ils n'ont jamais la déception, dans le fond, de ça. Je ne dis pas que toutes les femmes déçoivent, là, mais inversement, donc c'est un peu ça. Souvent, des femmes mariées, donc la femme du suzerain, c'est encore mieux, elles sont inaccessibles. Il y aura des services amoureux rendus par le chevalier, donc on dit donc calqué sur le service féodal. Évidemment, donc
par exemple, donc remporter des tournois. Donc, par exemple, ce sera donc des espèces de services amoureux. Donc, la dame va dire, ben là, va pas en croisade pendant un an, donc va me chercher un truc, bon, ou peu importe. Donc, alors, il y a toujours cette espèce donc, de service amoureux. Je veux dire, quand on fait plaisir à quelqu'un, c'est un peu ça qu'on fait aussi. Donc, quand on prend le temps d'écrire une lettre ou quand on achète des fleurs, bon, ça peut paraître un peu quétaine, mais bon, quand même, même moi, j'aime ça, recevoir des fleurs. Alors, donc, j'imagine que bon. Donc, ce sont des épreuves, parfois des cas exigeants, donc pour obtenir l'amour de la dame qui ne s'abandonne pas, évidemment, donc ou s'abandonne plus rarement. Donc, et plus on prend le temps, évidemment, donc et moins on tombe dans cette espèce donc de grégarité, de vulgarité, d'amour des paysans. Nous, on n'est pas comme ça. On est des gens qui, justement, donc on va faire durer donc cette espèce donc d'idéalisation de l'amour, cette espèce donc d'amour parfait, hein, jusqu'à temps qu'évidemment, donc jusqu'à la fameuse nuit de la sague qu'on appelle. C'est une nuit où donc c'est la femme qui dirige un peu donc les attouchements sexuels. Il n'y a pas d'acte complet et tout. Puis après cette nuit-là, ben là, après ça, on peut faire ce qu'on veut. Donc, il y a comme ce qu'on appelle la nuit donc de la sague, dans le fond. Donc, désir amoureux, donc on attend, donc on est dans l'attente du désir et non dans sa réalisation. C'est ça l'idée. Donc, on veut faire perdurer le plaisir. Donc, j'ai inscrit, vous n'êtes pas obligé d'inscrire cette phrase, mais moi, je l'ai en tête depuis que j'ai 19 ans, 20 ans, j'étais au bac à l'époque. Et puis donc, notre professeur, donc, qui était un simple chargé de cours, même, qui était un peu méprisé par les autres professeurs, donc qui ont des doctorats, puis machin. Vous verrez ça si vous allez à l'université. Ça, c'est un peu plate quand même, mais c'est un homme très passionné, enseigné de la littérature étrangère. On avait lu Tolstoï, Kafka, donc Dostoïevski, donc et tout. Et lui, il avait dit un jour, il dit, le désir ne demeure que parce que l'objet est absent. Donc, une fois qu'on a l'objet du désir, c'est pour ça qu'il faut retarder le plus possible, donc, l'obtention donc de l'objet, que ce soit une femme, que ce soit donc quand on a trop rapidement ce que l'on veut, ben on pense que c'est comme un enfant qui a 14 jouets autour de lui, qui les a comme ça, qui en développe un, qui le met là, il développe l'autre, il joue pas avec. Ici, quand on a l'objet trop rapidement, ben on prend pas plaisir dans le fond avec ceci. Donc voilà pour l'anecdote sur pas mon directeur de thèse, mais sur monsieur, comment il s'appelait donc Monsieur Richard, donc Jean-Claude Richard, qui malheureusement donc qui a pas eu c'est un Français, donc et tout, puis je pense que son diplôme avait sûrement été reconnu parce que dans les universités, mais lui, il n'avait pas son doctorat. Fait que quand tu n'as pas ton doctorat, tu ne peux pas être professeur d'université, tu vas être chargé de cours. Puis je me souviens je pense qu'il avait sombré dans la déprime et tout, on avait entendu ça par la suite, c'est un peu triste son histoire. Donc, oui, excusez pour l'anecdote. Donc, le désir sexuel donc, est sublimé. Donc, on est dans l'amitié, dans la confiance, dans l'élévation morale. Donc, la dame, c'est comme un guide. C'est pour ça qu'elle est vraiment donc, perçue. Donc, et on le voit donc, même dans Tristan et Isolde, lorsqu'ils sont sur le bateau, on va passer donc, du vouvoiement au tutoiement. Donc, ça va créer une espèce donc, de relation donc égalitaire entre les deux. C'est rare les gens qui ont, mais là, l'amour est tellement puissant chez eux qu'elle n'est pas nécessairement la suzeraine. Elle est elle aussi parfois donc la vassale, si on veut, donc de Tristan. Donc en fait moi c'est la base de l'amour, je trouve encore aujourd'hui. Donc cette idée donc de la confiance, de la considération, de la communication, du partage, vraiment. Donc une fois que ça c'est bien établi, ben là on peut aller plus loin, d'une certaine façon. Donc, c'est bon. Certain, il y a sûrement plein de gars qui vont dire ouais, vous êtes complètement débile, mais bon, c'est. mais bon, c'est comme ça. Donc, ah oui, donc les jeux érotiques, évidemment. Donc, cet amour-là, il est platonique, donc jusqu'à la sague. Donc, je pourrais demander, donc, c'est quoi la sague, un truc comme ça. C'est la première nuit d'amour. Comme je disais, donc, quand il y a des rapprochements sexuels, moi, un rapprochement sexuel, bon, ouais, bon. Bon. Incomplet, donc c'est la femme qui prend l'initiative. Donc c'est vraiment donc, des jeux érotiques, on a dit bon tout ça. Puis ensuite de ça, ben, une fois que cette première nuit-là elle est passée, bien évidemment il n'y a plus de restrictions sexuelles, évidemment, parce que sinon ça serait un peu particulier. Alors voilà quelques éléments donc de ce je vais essayer d'aller un peu plus vite. Quelques éléments donc, de cette littérature donc, médiévale, si on veut, donc, de cette espèce donc, d'amour parfait, d'amour courtois, idéaliste. Là, on va voir quelques caractéristiques.
générale, donc de la littérature, donc du roman de chevalerie. Alors donc, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais vous allez devoir présenter un peu c'est quoi le roman de chevalerie. Donc, vous pouvez parler de cette littérature aristocratique, par exemple, parler évidemment donc de certains éléments formels, si on veut. Donc, donc, caractéristiques générales du roman courtois, vous n'êtes pas obligé de toutes les prendre parce que dans votre introduction, vous ne pourrez pas en parler trop, mais quand même. Donc, ici, j'en donne quelques-uns aussi parce que dans les questions d'examen, je pourrais demander donc qu'est-ce que ça veut dire le mot roman, donc au Moyen Âge. Alors, évidemment, donc, je n'avais déjà parlé, ça a rapport avec les langues romanes, donc ça n'a pas rapport avec le roman tel qu'on le conçoit, donc œuvre de fiction, machin, mais plutôt donc avec ce qu'on appelle donc tout ce qui n'est pas écrit en latin. Alors, donc, c'est quand on parle du roman de Renard, du roman de la Rose, du roman de machin, du roman de Tristan Isolde, nous, on le conçoit comme étant une œuvre de fiction avec un narrateur, machin, mais à l'époque, c'est vraiment donc cette idée que c'est écrit en langue romane, donc un roman langue romane. Donc, évidemment, vous n'aurez pas à vous servir de ça dans votre analyse, mais ça pourrait être une question d'examen. Alors donc, c'est quoi donc le roman courtois? C'est un long récit d'exploits donc en vers, donc écrit en ancien français. Et non, on n'est plus dans la chanson de geste, quand même, il y a vraiment donc souvent donc il y avait des narrateurs parfois aussi, mais là on a vraiment donc la conscience narrative de celui qui va raconter donc une histoire. Évidemment, donc c'est en vers encore, parce que même s'il y a des œuvres écrites, quand même, donc Chrétien de Troyes, donc on le verra, donc est celui qui va donc un des premiers à mettre en place donc ses romans, si on veut, donc sa signature, donc quand même. Mais sinon, ce sont des œuvres qui sont encore récitées. Évidemment, donc c'est en vers, on sait pourquoi, on a parlé, c'est le rythme, la mémoire, machin, truc comme ça. Mais ici, donc écrit donc, en ancien français. Alors, donc, qu'est-ce que c'est une autre caractéristique? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une fusion donc, de la littérature épique, donc et quand même courtoise. Donc, il y a beaucoup d'éléments épiques, pas tant que ça, mais donc, on parlait du combat contre Morolt, le combat contre le dragon. Donc, il y a tant plusieurs aspects où il y a une tonalité épique importante, notamment pour les scènes de guerre, les scènes de combat, donc en tout ça. Sinon, évidemment, donc, c'est la littérature courtoise. Évidemment, ce sont des scènes lyriques. Donc, on verra ça éventuellement. L'épique, évidemment, on s'en souvient. La tonalité épique, c'était le fait donc de créer, disons, l'admiration du spectateur face à des exploits incroyables. Le lyrisme, c'est aborder donc des thèmes connus donc par tout le monde, donc un peu comme la mort, la guerre, donc en tout ça, et de façon plus tragique, si on veut, d'une certaine façon, avec l'épanchement lyrique, le jeu, le moi, bon, tout ça. C'est évidemment aussi donc une littérature aristocratique, je l'ai déjà mentionné, vous l'avez pas besoin de l'écrire nécessairement. Les valeurs telles que le sens de l'honneur et la fidélité. Là, certains pourraient dire, oui, plutôt l'infidélité, parce que donc Isolde est infidèle à son roi, puis Tristan est infidèle à son roi aussi. N'oublions pas quand même que c'est toujours la question ici de la magie qui va permettre, donc, elle excuse tout dans cette fameuse magie-là, et elle permet justement donc au personnage d'être vraiment, donc, d'être lié dans cet amour, un amour dans, donc, il parle d'une maison blanche dans le ciel, donc c'est le lieu particulier de l'amour. On verra donc en certains éléments au prochain cours là-dessus. Évidemment, donc, elle illustre, très important, cette idée, donc, qu'elle illustre le raffinement de l'élite. C'est le but de la littérature courtoise, c'est un peu ça. C'est de montrer combien on n'est plus à l'époque donc des épopées, même s'il y a un peu de caractère épique dedans. On n'est plus à l'époque des épopées où les hommes sont comme des hommes surhumains qui vont massacrer tout le monde et puis wow, on fait la guerre, c'est tout. Là, l'élite va se raffiner, les personnages vont se complexifier quand même. Tristan est un personnage plus complexe que Roland, on s'entend. Donc, quand même, le roi Marc aussi, donc, quand même, qui est tiraillé entre, tu sais, à l'époque du Charlemagne, il aurait fait donc décapiter Tristan. Ça n'aurait pas été compliqué, on aurait fait décapiter. Le roi, il est tout le temps un peu tiraillé, il ne sait pas trop exactement. Il aime Tristan, il a de l'affection pour lui. Évidemment, il se fait leurrer un peu là, par toutes sortes d'éléments. Il n'est pas non plus, il respecte, il l'aime, alors évidemment, donc, bon. Donc, dans la littérature courtoise, il y a du merveilleux. Donc, on le voit donc avec donc, la magie, le folklore, donc le filtre, le vin herbé, bon, tout ça, avec le sceau de Tristan qui, bon, avec Isolde, donc, qui va réussir donc, à marcher sur des tisons ardents. Non, personne ne réagit.
Non, en fait, elle ne marche pas sur des tisons. C'est ça. Alors qu'elle va faire des trucs, évidemment, donc, hein, alors, qui relèvent un peu, donc, hein, de la croyance, hein, donc, parce qu'évidemment, elle va t'excuser. Bon, on sait que c'est pas, donc, je sais pas, prendre une barre rougie dans ses mains et marcher 10 pas, on s'entend que si tes mains sont encore, bon, on voit, il y a tout un élément, donc, un peu plus magique. Je donne évidemment un autre exemple, parce qu'il y a quand même Tristan et Iseult, là, mais Lancelot. Donc, Lancelot, c'est un peu, il y a un peu de ça aussi. Toutes l'histoire donc, du roi Arthur avec Excalibur, cette épée, donc en machine. Oh, mademoiselle Rouabi, vous avez un beau chat derrière vous. Non, c'est correct. Non, il est très, très beau. Nous, on est allergique. Évidemment, donc les cycles quand on dit donc quand les romans de la table ronde, il ne s'agit pas ici d'œuvres romanesques, mais évidemment, donc le fait que c'est écrit donc en langue romane. Et donc Chrétien de Troyes, donc qui écrit donc une version de Tristan et Iseult aussi. Il y a Béroul qui a écrit une version de Tristan et Iseult, Thomas d'Angleterre, donc ils sont plusieurs. Et donc ici, Chrétien de Troyes, notamment Perceval ou le Comte du Graal, qui est une magnifique histoire, et Yvain, donc, ou le Chevalier au Lion, qui est aussi donc une œuvre très, très intéressante que je pourrais enseigner. Puis Perceval, c'est une œuvre inachevée, fait que c'est un peu plate quand même, mais Tristan, c'est quand même, il faut avoir lu ça. Tristan, c'est une œuvre vraiment qu'il faut avoir lu. C'est un des plus grands mythes de l'amour tragique, de l'amour-passion. Donc, quand on se dit l'amour-passion, c'est comme ça que s'intitule votre document que vous avez à faire. L'amour-passion, quand on cherche passion dans le dictionnaire, la première occurrence, c'est souffrance. Donc, c'est passion du Christ. Alors, donc, quand on vit un amour-passion, c'est un amour qui fait souffrir, puis qui est merveilleux aussi, comme l'image donc, de la ronce. Hein. Donc, la ronce, évidemment, qui incarne cette espèce de dichotomie, les fleurs magnifiques, puis les épines qui piquent. Donc, quand les auteurs en réfléchissent toujours à ça. Donc, ça, c'est beau. On n'est pas obligé d'écrire forme écrite. Les deux premiers points, ne les écrivez pas. On peut dire quand même que les héros donc, sont des chalets fictifs. Donc, hein, on se distingue de l'épopée dans la mesure où les héros donc, hein, ne sont plus des surhommes. Je l'ai parlé un peu tantôt. Donc, on n'est plus avec Roland ou avec Charlemagne. Donc, hein, cette espèce de grands personnages donc, qui sont là que par la force, la volonté. Ici, on a des personnages plus complexes, des personnages qui sont. Hein, la psychologie des personnages se complexifie là, quand même. Là, quand on voit. Perceval, donc qui est un peu tiraillé quand il voit le Graal, il ne sait pas trop c'est quoi, donc en tout ça, alors, il y a toutes sortes d'éléments comme ça. Et évidemment aussi, ils sont plus près donc du peuple, parce qu'on va justement leur montrer des failles, un peu comme nos super-héros, tu sais, quand on voit donc, je sais pas, donc en Batman, dans les derniers, ces personnages-là qui au départ, dans les premiers films, sont comme des gardiens de la loi, machin, mais plus on creuse un peu dans leur psychologie avec les films plus récents, plus on voit qu'ils ont des failles, qui sont comme des hommes ordinaires aussi. Donc, hein, ces chevaliers-là sont plus près donc, du peuple et par conséquent, donc, hein, ils sont peut-être plus appréciés dans le fond que Roland, qui a été vraiment donc grande figure, mais au fil du temps, là, quand même, on va peut-être préférer davantage Tristan à Roland, d'une certaine façon. Donc ça c'est beau, ça c'est beau. OK, bon, on pourrait écrire quand même donc un style qui emprunte d'une part à l'épopée et d'autre part donc au lyrisme. Donc dans les scènes de combat, c'est la tonalité épique et dans les scènes d'amour, c'est une tonalité plus lyrique. Vous regarderez si vous allez voir. Donc on regardera ça de toute façon au prochain cours lorsque vous aurez fait votre travail dans le lyrisme. Dans le fond, donc je ne sais pas si j'avais sorti mon truc donc pour donc la tonalité lyrique. Donc la tonalité lyrique, ici, donc, expression poétique des sentiments personnels. Elle vise à traduire dans un registre soutenu des sentiments intimes. Donc, il y a une grande partie donc, du chapitre 4 où il y a cette tonalité lyrique donc, qui est très présente à travers donc, les échanges, les pronoms personnels qui sont présents là, donc tout ça. Donc, vous pourrez vous inspirer de cela pour peut-être faire donc, votre analyse. Bon, c'est pas tout le monde qui va le prendre, ça dépend. Bon. Puis vous, à vous, vous êtes capable, donc quand vous lisez vos trucs, donc allez-y, donc bon. Donc, tonalité épique, tonalité lyrique sur lesquelles donc, nous reviendrons. Et on va terminer, donc vous n'êtes pas obligé d'écrire ça, donc quelques règles donc, de l'amour courtois juste pour le plaisir. Donc, l'amant doit aimer une femme donc, de condition supérieure. Donc, c'est comme je disais tantôt, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc, si on prend une fille que tout le monde est sorti avec, on n'a pas grand mérite, on s'entend, parce que si on prend une femme que personne n'ose aller parler parce qu'elle est trop belle, là, évidemment, on a quand même tout un mérite. Donc, le parfait amant ne désire d'étreindre que celle de son amante, donc il n'y a pas vraiment donc, de maîtresse, donc truc comme ça. Donc, bon, l'amour doit rester secret
s'il veut durer, il y a cette espèce donc d'idée de garder secret l'amour, donc de ne pas divulguer ses sentiments, bon, tout ça. La conquête amoureuse doit être difficile, c'est ce qui donne son prix à l'amour, on a parlé, à l'amour platonique, semi-platonique. On peut accorder son cœur, on ne peut accorder son cœur à deux femmes à la fois, donc si on a donc une amante, ben, il faut garder cette femme-là, c'est tout. L'amour augmente ou diminue, bon ça. L'amant ne peut rien obtenir sans l'accord de sa dame, ce qui devrait être toujours le cas. Et à la mort de son amante, un délai de 2 ans nécessaire avant de se donner de nouveau donc, à l'amour. Donc voilà pour quelques règles assez simples donc, de l'amour courtois qui est selon moi donc, la base de tout véritable amour, c'est donc l'amour courtois. Le romantisme est donc beaucoup plus particulier puisque dans le romantisme, évidemment, donc c'est un amour qui se termine mal. C'est donc un amour, évidemment, donc où la femme meurt, où là, il y a toutes sortes d'éléments. Bon, le suicide était présent, mais l'amour courtois, c'est vraiment un amour donc assez particulier. Alors, je vais déposer, comme je disais, donc dans quelques instants, donc vers 16 heures, le devoir que vous avez à faire donc, pour le prochain cours. Donc, c'est sur le chapitre 4. Donc, c'est là-dessus que va porter votre analyse qui aura lieu donc dans la semaine du 13 au 16 donc, octobre. Donc, vous avez déjà le chapitre. Vous pouvez déjà commencer à pratiquer. Évidemment, donc, essayez, comme je le disais en début de classe, donc de prendre 4 heures pour le faire, de ne pas évidemment donc aller trop voir les trucs sur Internet. Donc, ça, faites attention au plagiat aussi. Donc, là, pour le travail, ça va, mais pour l'analyse, parce qu'évidemment, donc, ça coûte cher, évidemment, vous êtes capable de faire les trucs vous-même. Alors, donc, ceux qui ont des questions peuvent rester avec moi. Sinon, je vous souhaite à tous donc une excellente fin de journée et on se revoit donc vendredi. À bientôt. Merci.